Il est exceptionnel ce petit crack. If you believe you can fly, you can. So it was kind of inspiring me, to say I can fly today. And that's the way I rode light, like I would have wings and I could fly. Mon père il achète beaucoup de chevaux en France, donc mes meilleurs chevaux sont toujours des chevaux français. But she jumped so good and I thought, she only did one round yesterday. She jumped amazing yesterday. Cheval sauté, c'était un rêve. J'avais mon parcours qui défilait exactement de la façon dont on avait prévu. Le cheval sautait formidable, j'avais un sentiment génial. Hello, c'est parti pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, je suis allée à la rencontre d'une grande cavalière de saut d'obstacles. Je suis très heureuse de vous présenter ce podcast avec Alexandra Francard. Cavalière depuis ses premiers pas, Alexandra s'est rapidement installée au sein des plus beaux circuits de saut d'obstacles, avec de nombreux prix. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, Alexandra s'illustre à l'échelle internationale, avec de nombreuses participations et prix tels que les Jeux équestres mondiaux de triomphe au sein de l'équipe de France, ou encore de nombreux classements dans les CSI 5 étoiles, comme La Baule, Dublin ou Vittel. C'est d'ailleurs avec son tout bon Volney de Bois de Ville qu'elle a réalisé une superbe saison 2018. Et sans oublier son ancienne jument Kelstar, avec qui elle brillait sur des épreuves jusqu'à 1m50. J'ai été ravie d'échanger avec Alexandra, qui m'a parlé avec son cœur, de son histoire, des grands moments de sa vie de cavalière, et surtout de ses chevaux, qu'elle affectionne tant. J'ai adoré réaliser cet enregistrement. Je vous souhaite de bien profiter de cet échange fort en émotion. Belle écoute à tous, et on se retrouve après l'épisode. Bonjour Alexandra. Bonjour Nolwenn. J'espère que vous allez bien et tout d'abord je voudrais vous remercier d'avoir accepté d'enregistrer avec moi. Avec plaisir, c'est gentil de m'avoir invité en tout cas. Plaisir partagé. Donc l'objectif va être de pouvoir retracer un peu votre parcours et que vous puissiez nous parler de vos moments forts et aussi de votre vision de l'équitation. Ma première question, je sais que vous êtes né dans le monde du cheval puisque vos parents détenaient un centre équestre et une écurie de compétition. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Effectivement, je baigne dans le milieu des chevaux depuis toujours. Mes parents tenaient une écurie de compétition, de commerce, puis un centre équestre. Donc c'est tout naturellement que j'ai été mise à cheval, d'ailleurs comme mon frère et ma sœur. C'est vraiment quelque chose d'assez naturel, dans le sens où j'ai grandi avec des chevaux, j'ai toujours été dans les écuries de mes parents, donc naturellement je me suis mise à cheval et naturellement je n'en suis jamais redescendue. D'accord. Oui, donc comme vous le disiez, vous êtes passé vous avez monté tôt à cheval et oui. dans tous les sens du terme, dans la mesure que vous n'êtes pas trop passé par l'étape poney. À mon époque, quand j'étais toute jeune fille, on était vraiment sur les prémices de la mode Beuvron et certainement moins de ce que la mode de Beuvron peut offrir à l'heure actuelle. Donc petite, évidemment, j'ai monté bien sûr à poney, mais dès l'âge de 10 ans, j'étais sur un cheval et des compétitions à cheval. La question ne s'est jamais trop posée parce que à mon époque, je ne dis pas qu'on n'avait pas le choix, mais il y avait moins cette possibilité de pouvoir faire une carrière à poney ou tout du moins évoluer dans ce sens-là. D'accord. Et de ce fait, qu'est-ce que vous pensez de cette évolution et ce changement, je vais dire, de culture, et qu'est-ce que ça peut apporter de monter à poney, je vais dire, plus longtemps? Alors, j'ai jamais été bélier, donc ça sera difficile pour moi d'être précise sur le sujet. Je vais avoir juste une vision un tout petit peu globale et surtout de l'extérieur. Je ne pense pas qu'il y ait qu'une seule méthode pour accéder à une carrière professionnelle qui tombe sous le sens à cheval par la suite. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal de bonnes choses dans les poneys, dans le sens où on peut être, quand on voit les jeunes qui font une carrière de poney avec de beaux championnats nationaux et aussi de beaux championnats européens, je trouve que ça peut être une chance pour ces jeunes adultes ou ces grands enfants de pouvoir être baignés dans un système presque pro avec, j'imagine, la même pression
qu'on peut avoir lors de grandes échéances très tôt. Et je pense qu'en tant que sportif, ça peut être intéressant dans le sens où on s'habitue certainement plus vite à gérer cette pression-là. Que moi, pour le coup, j'ai eu plus tard que ces grands enfants qu'on peut voir sur de grosses épreuves poney. Moi, j'ai connu ça beaucoup plus tard. Alors, à dire que c'est mieux ou moins bien, je ne sais pas, mais je pense que ça peut être une chance tout de même. Oui, c'est vrai que ça permet de préparer aux échéances pour la suite. Oui, parce qu'une Coupe des Nations, finalement, qu'elle soit à poney, junior, jeune cavalier ou senior, une Coupe des Nations reste une Coupe des Nations. Et j'imagine que quand on a 14-15 ans, ou même plus jeune, même plus tôt, eh bien on habitue l'athlète, on habitue le sportif à être confronté à ce genre de pression et d'adrénaline. Donc j'imagine que c'est plus facile, on peut roder le cavalier plus tôt. D'accord. Concernant justement la compétition, à quel âge avez-vous commencé vos premiers concours et quelle est la pression à gérer aussi lorsque ce sont nos parents qui nous coachent? Alors moi, je l'ai commencé très tôt. Je crois que j'avais une dizaine d'années. J'en garde pas un souvenir de crainte ou d'être apeurée de quoi que ce soit. J'aimais sauter, j'aimais les concours. J'aime toujours d'ailleurs. Mais donc j'avais pas cette appréhension, j'avais aucune appréhension et je pense qu'il y a eu justement un côté tout à fait normal et naturel et même par rapport à mon entourage parental, j'ai envie de dire, non, il n'y avait pas forcément de pression, ou tout du moins je l'ai pas ressenti comme tel parce que tout était organisé pour dans un premier temps pour évoluer, pour apprendre en fait. Et la pression est venue dans mes souvenirs beaucoup plus tard, dès qu'il y avait des championnats, donc des championnats alors importants, parce qu'ils sont tous importants. Et à l'adolescence, quand j'ai commencé à faire mes premiers championnats importants, effectivement là il y avait cette pression-là, mais toute jeune fille, au tout début, du plus loin que mes souvenirs peuvent remonter, non, je n'ai pas ce souvenir-là d'avoir peur de quoi que ce soit, ni par rapport à la compétition en soi, ni par rapport à mes parents. D'accord. Alors, à présent, vous avez une structure, vous êtes installé à proximité de Reims. Oui. Quelles sont les activités que vous détenez dans votre structure? Dans ma structure, alors nous sommes installés à Saint-Brice-Courcelles, tout à côté de Reims. Nous avons une écurie de 20 chevaux. À l'intérieur de celle-ci, on peut trouver des jeunes chevaux de 4 à 6 ans et des vieux chevaux à partir de 7 ans. Avec une moitié jeune, une moitié vieux chevaux. Ces chevaux-là sont destinés à la compétition, sont destinés à un commerce par la suite. Donc ça c'est notre premier point fort. Et nous faisons aussi beaucoup d'enseignements sur place aux écuries, donc sous plutôt privatifs, tels des cours particuliers. Et je me déplace aussi beaucoup pour faire des stages dans des écuries extérieures avec un panel de clients qui peut aller de l'amateur qui peut se faire plaisir sur ces mêmes petites épreuves jusqu'au professionnel. D'accord. Pour en venir justement, donc vous êtes coach et vous dispensez des stages dans toute la France. Quel est le regard et je dirais l'axe des conseils que l'on doit avoir pour faire progresser des cavaliers en sachant qu'on ne les connaît pas et qu'on ne les reverra peut-être pas forcément? Alors j'essaie dans des stages, quand je participe dans des écuries où effectivement la première fois on ne sait pas si on y retournera par la suite, j'essaye de rester le plus simple possible parce que j'ai aussi une équitation très simple et un enseignement très simple, de rester toujours autour des 3 fondamentaux qui sont avancer, tourner, ralentir et selon le niveau des cavaliers que je rencontre à l'intérieur des groupes, je peux corser ou moins les exercices, mais on sera toujours autour de cet axe-là, ces 3 axes-là, d'avoir toujours des chevaux en ligne, d'avoir toujours des chevaux dans un rythme cohérent, d'avoir toujours des cavaliers les mieux positionnés possible. Et je travaille vraiment autour de ces 3 points-là. Mmh. Donc ça va rejoindre un peu la question suivante. Donc au sein de votre famille, il me semble qu'au fil de l'eau, la méthode Francard s'est développée. Est-ce que vous pourriez nous en décrire les grandes lignes?
Alors les grandes lignes, effectivement, j'en ai parlé un petit peu. Moi, j'ai été formée énormément sur les jeunes chevaux. C'est-à-dire que j'ai monté plus jeune beaucoup de jeunes chevaux, on emmenait beaucoup de jeunes chevaux à la finale à Fontainebleau en fin d'année. Donc j'ai vraiment cette approche-là du jeune cheval, donc de 4 à 6 ans. Et effectivement, ces chevaux-là, on accentue justement ces 3 fondamentaux, d'avoir toujours des chevaux travaillant le plus possible en ligne droite, d'avoir des chevaux plus réceptifs aux ordres des cavaliers en termes de contrôle, et puis en termes de virage en fait. Donc quand on arrive à avoir un cheval dans l'équilibre sur ses 4 pieds, quand on arrive à avoir un cheval réceptif au mouvement en avant et sur le frein, on arrive déjà à faire beaucoup de choses. Donc mon point de départ est vraiment celui-ci, avec les jeunes chevaux, avec des ordres très clairs, très simples, très ludiques, qu'on essaye par la suite sur les vieux chevaux d'accentuer. Il n'y a pas forcément une autre méthode pour les vieux chevaux, c'est simplement ces 3 fondamentaux qui sont vus le plus précisément possible dès que le cheval a la maturité physique, mentale, pour pouvoir supporter d'aller un petit peu plus loin autour de ces 3 fondamentaux-là. D'accord, ok. Pour en revenir à votre structure, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du fonctionnement de vos écuries, si vous avez des employés, et comment est-ce que vous fonctionnez en termes de planning, étant donné que vous êtes aussi beaucoup en concours? Alors l'hiver, le travail d'hiver est très important, c'est-à-dire que je ne tourne jamais trop l'hiver, et l'hiver me permet justement de soit faire souffler les vieux chevaux après leur saison de concours et de pouvoir revoir les points qui pouvaient nous faire défaut pendant la saison, et aussi surtout de bien mettre en route et en avant les jeunes chevaux. Donc quand on est une grande partie de la semaine aux écuries, c'est effectivement plus facile à gérer, de faire des plannings. Donc les chevaux sautent 1 à 2 fois par semaine. Nous avons un cavalier à la maison, je suis moi-même cavalière, donc nous avons un groom avec nous qui nous accompagne, et mon mari qui travaille aussi, qui monte à cheval, qui enseigne aussi, et on travaille tous. Chaque cheval a plusieurs corps de métier autour de lui. Ça va être mon mari, ça va être le cavalier, ça va être moi, ça va être la groom. Voilà, on travaille vraiment en équipe totale autour de chaque cheval. Et puis quand la saison est lancée, effectivement le travail de base ne peut plus être fait, mais le but c'est que justement chaque cheval soit prêt pour le mois de mars. Et puis une fois la saison lancée, eh bien chaque cheval tourne dans ses épreuves, c'est-à-dire le jeune cheval dans la semaine, et les vieux chevaux à partir du mercredi lors de nos déplacements. D'accord. Ouais, c'est bien que vous soyez tous en corrélation comme ça au sein de votre équipe. Et justement, est-ce que vous pourriez nous décrire un peu une journée type de travail à la maison? Une journée type, eh bien comme je vous l'ai dit, on organise pour que les chevaux puissent sauter 1 à 2 fois par semaine. Donc on organise tout un travail en amont et en aval, de préparation à cette séance et de récupération après ces 2 séances d'obstacles. Donc en début de semaine, on essaye de définir le jour, parce que les chevaux ne sautent pas forcément la même journée. Donc on définit chaque cheval à quel moment de la semaine il va pouvoir sauter. Et le but de la semaine, c'est de pouvoir amener ce cheval-là à la meilleure séance possible. Et si cette séance n'est pas satisfaisante, elle est renouvelée dans la semaine. Donc je vais pas parler de programme précis à la journée, ça va être plutôt un programme sur la semaine, avec un travail sur la semaine par rapport à un cheval et des objectifs. D'accord. Par rapport au travail de vos chevaux dont vous nous parliez, est-ce que vous pouvez nous donner un exercice ou un dispositif en particulier sur lequel vous aimez travailler? Ce que j'aime beaucoup travailler, pour rester vraiment cohérente par rapport à mes 3 fondamentaux que je parlais un peu plus tôt, j'aime beaucoup travailler sur des lignes avec un nombre de foulées défini, et j'aime pouvoir jouer à travers ces contrats de foulées, de pouvoir faire une foulée de plus, pouvoir faire une foulée de moins, pourquoi pas 2 foulées de plus, de pouvoir justement varier le contrôle du cheval sur la rectitude, puisque c'est quelque chose qui m'est très important, de travailler les chevaux fort en ligne droite pour qu'ils puissent être le plus en ligne, le plus sur leurs 4 pieds, donc le plus en équilibre. Et donc j'aime beaucoup ce genre de travail, c'est-à-dire de poser une simple ligne et de pouvoir me dire, ok, dans cette ligne-là, avec ce galop-là,
je vais faire tant de foulées, puis le passage d'après, je vais rajouter 1 ou 2 foulées, donc il va me montrer ou pas le contrôle que j'ai par rapport à ce cheval et par rapport à cette ligne, et de travailler et répéter autour de cet exercice-là. D'accord. Pour donner une idée à nos auditeurs, combien est-ce que vous mettez d'obstacles dans cette ligne ? Alors ça va être essentiellement une simple ligne de 2 obstacles. Alors, c'est-à-dire que on va mettre par exemple une ligne avec 7 foulées et d'être capable à terme de pouvoir faire 5 foulées et puis 9 foulées. Et là, on est vraiment dans cette idée de pouvoir être le plus régulier possible et d'être le plus dans le contrôle possible. Après, j'aime beaucoup m'aider aussi de barres de réglage. C'est-à-dire que j'ai des barres en mousse. Ça veut dire que si le cheval marche dessus, on ne craint rien pour sa sécurité. Et ça peut m'aider pour donner les bons tempos aux chevaux, pour que les sauts soient toujours à travers cette ligne-là, pour que les sauts soient toujours réguliers, avec la même battue de départ, avec la même réception, et à travers cette ligne-là, pouvoir jouer sur le contrat de foulée. D'accord. Donc l'idée, c'est de pouvoir organiser les chevaux sur de bons sauts, avec le bon geste, grâce à ces barres de réglage, et cette ligne droite et ce contrat de foulée me permet de pouvoir travailler la rectitude et le contrôle. Ouais, non, c'est vrai que je pense que tous ces exercices de travail sur l'amplitude des chevaux, c'est fondamental pour l'obstacle. Évidemment, puisque sur une piste, finalement, on ne fait que avancer, freiner, tourner. Ouais. Donc autant le voir un maximum à la maison. Et moi, j'aime bien les choses simples. Et c'est vrai que cet exercice-là peut paraître très simple, mais avant de le réussir parfaitement, je vous assure qu'il peut y avoir de nombreux passages. Ouais. Ça, je n'en doute pas. Je sais que vous accordez une grande importance au fait de bien connaître vos chevaux. Du coup, le processus peut être plus long en termes de travail. Il y a aussi des enjeux économiques qui rentrent en ligne de compte. Comment est-ce que vous pouvez organiser ça ? Je n'ai jamais été une cavalière de pied levé, j'en ai jamais fait, ça m'a jamais plu, le peu que j'ai pu faire, ça ne m'a jamais plu. Ce qui me plaît, c'est effectivement, j'ai une équitation tellement fine et qui me plaît, dans laquelle je me sens à l'aise, justement. Et pour pouvoir avoir cette équitation fine, forcément, j'ai besoin d'un cheval en dessous de moi qui comprenne vraiment, que ce cheval puisse comprendre toute la finesse de mes ordres. Et ça, c'est lié à un dressage de longue haleine et une connaissance de longue haleine. Et finalement, alors évidemment, il y a des enjeux économiques. Ça veut dire que ça me demande du temps. C'est pour ça que j'aime beaucoup les jeunes chevaux, parce que on peut se permettre justement de prendre le temps de bien les connaître sous tout leur cursus de jeunes chevaux de 4 à 6 ans. Et puis c'est malgré tout la même chose sur mes vieux chevaux, dans le sens où on m'amène un vieux cheval, je serais incapable d'être opérationnel 15 jours après. J'ai besoin de poser mes codes, puisque quand je suis sur la piste, j'ai aussi besoin de savoir que mon cheval comprend tout ce que je vais lui dire, et ce qui permet d'instaurer vraiment une grande confiance et de pouvoir, grâce à cette confiance-là, en demander plus aussi. Donc oui, sur le travail du quotidien, ça demande plus de temps, donc forcément ça génère plus de frais, c'est évident. En revanche, quand l'alchimie se met en place et quand le couple se met en place, on y gagne finalement beaucoup plus, parce qu'on est sur un cheval qui est très facile, qui est très fin à monter. Donc si on parle d'un point de vue économique, on peut le présenter derrière ça sur un nombreux panel de clients, puisque ce cheval-là sait faire beaucoup de choses. Ouais. Et je pense que quand on est sur, bien sûr, des chevaux de bonne qualité, je pense qu'à la fin, on y gagne quand même. Oui, tout à fait, je comprends. Pourriez-vous me décrire le genre de cheval qui vous plaît physiquement ? Alors j'ai monté de nombreux chevaux différents, même si je réfléchis, mes chevaux qui m'ont emmené pour faire des épreuves à 1m50, je n'ai jamais eu le même type de cheval, c'est certain. Donc je me dis que j'arrive quand même à monter plein de sortes de chevaux, des grands, des petits, des chauds, des plus froids. Mais ce que j'aime vraiment, ça reste un cheval avec, alors je vais être un petit peu bateau parce que j'imagine que ça va être pareil pour beaucoup de monde, mais avec beaucoup d'équilibre, avec assez de sang, mais le bon sang pour tenir un marathon, pas le cheval trop chaud, mais le bon sang pour tenir un marathon. Et j'aime beaucoup, moi, la légèreté. Ça veut dire que j'aime beaucoup les chevaux très légers en bout, très légers à la jambe, ce qui, moi, me permet du coup d'être très fine dans mes ordres
Et c'est ce que je sais faire le mieux et c'est ce que j'apprécie le mieux aussi sur mes chevaux. Alors, avant tout, là, je parle de critères physiques, mais je pense que le plus gros critère, et c'est ce qui peut être le point commun dans tous les différents chevaux que j'ai pu monter et sur ces épreuves à 1m50, ça reste une volonté de bien faire. À partir du moment où j'ai un cheval avec moi qui fait l'effort de me comprendre, qui fait l'effort d'essayer de se modifier, qui fait l'effort de forcer pour évoluer, et bien qu'il soit petit, qu'il soit grand, qu'il soit raide, qu'il soit souple, finalement je m'aperçois que le corps est presque un corps, ça se transforme finalement, et ça c'est mon travail, donc ça c'est ce que je sais faire, donc c'est pas gênant. Mais je pense que la plus grande qualité, et c'est ce qui va être vraiment commun sur tous les chevaux que j'ai rencontrés qui ont compté pour moi, ce sont des chevaux qui voulaient participer avec moi. Et à partir du moment où j'ai cette qualité-là, je sais que je peux faire plein de choses sur ces chevaux. Ça me fait penser de ce fait à votre jument Kelstar, oui, qui a l'air vraiment d'être très volontaire. Oui, tout à fait. Elle avait, je vais pas dire que ça parce qu'elle avait d'autres qualités, mais effectivement sa plus grande qualité, c'était d'avoir une foi en moi immense, et cette foi était réciproque aussi, hein, et je pense que c'est pour ça qu'on a réussi à faire tout ce qu'on a fait. Si elle n'avait pas eu ça, intrinsèquement elle n'avait pas beaucoup de moyens, cette jument-là, mais elle avait telle qualité de tête et de cœur que le jour où cette complicité a été à 100% positive envers moi, elle a fait des choses extraordinaires, et elle a fait des choses extraordinaires. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment génial à regarder les vidéos de vos parcours, c'est vraiment super. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce fait de votre piquet de chevaux actuel? Alors mon piquet de chevaux actuel, nous avons une jument de 9 ans, Betty, qui en plus, je suis très attachée aux belles histoires, donc elle en fait partie, qui est la fille de mon ancien étalon de tête de l'époque, fille de Dorémy, qu'on prépare gentiment pour justement pouvoir commencer à faire de très belles épreuves. Malheureusement, le confinement nous a empêchés de faire ce début de saison comme on le voulait, mais le peu de choses qu'elle nous a montré en début d'année à Auvers était assez prometteur. Donc nous prenons notre mal en patience et attendons la reprise des concours pour pouvoir s'exprimer pleinement. Derrière elle, j'ai plusieurs chevaux d'âge. J'ai 2 10 ans qui sont arrivés l'hiver dernier, donc la complicité justement commence à se mettre en place et c'est plutôt intéressant, et j'ai hâte de retrouver le chemin des concours avec eux pour justement voir un petit peu entre le travail de l'hiver et le travail du confinement et quelques concours malgré tout. Je pense qu'on pourra faire des choses très intéressantes. Donc j'ai un autre cheval qui appartient à Fabrice Dumartin, avec qui j'ai fait ma première 1m45 en fin d'année dernière, et qui était normalement destiné pour ce début d'année à pouvoir épauler très sérieusement Betty. Donc ce cheval-là, et je l'ai dans mes écuries depuis 1 an. C'est un cheval avec beaucoup de possibilités, beaucoup de moyens. Il a fallu ce timing pour se mettre ensemble, et la fin d'année dernière, il commençait à faire de magnifiques choses, et notamment lors de ses premières 1m45 au Mans, et il devait recommencer sur ces hauteurs-là en début d'année, mais voilà, nous sommes rentrés plus tôt à la maison que prévu. Et ensuite, nous avons 2 7 ans que nous avons depuis 1 an et demi, qui sont alors encore une fois, des chevaux un peu de cœur, parce qu'il y en a un des 2 qui est aussi un fils de Dorémy, que j'aime beaucoup, et un autre qui est le fils d'une jument que j'avais il y a quelques années dans mes écuries, qui s'appelait Atlanta de Maugre, et donc monter le fils d'une jument avec laquelle j'ai fait de belles épreuves aussi, c'est plutôt sympa, c'est plutôt agréable, et c'est vrai que je suis assez attachée à ce genre de choses, à ces histoires de cœur, et je m'aperçois que finalement dans mes écuries, j'ai pas mal de belles histoires à raconter, donc ça me plaît. Oui, c'est bien, c'est propre à vous, c'est super de pouvoir créer ces liens. Pour rebondir, une question, est-ce que vous appréciez monter les chevaux étrangers, et quelles sont les différences principales que vous pouvez voir avec les chevaux français? Alors, c'est difficile d'être tranché, évidemment. Les chevaux étrangers ont plus la réputation d'être des chevaux caractériels par rapport à nos chevaux français.
ont la réputation aussi d'avoir une sensibilité, donc liée à ce caractère aussi évidemment, un peu plus fine que nos chevaux français. Maintenant, force est de constater que l'élevage français a quand même, alors je vais pas dire progressé, mais a évolué, et on retrouve, à l'heure actuelle, on retrouve quand même dans nos chevaux français quand même beaucoup de similitudes des chevaux étrangers. Ça veut dire avec des courants de sang très importants, avec donc des chevaux avec du tempérament, des chevaux de caractère. Je pense que le différentiel pouvait se voir clairement peut-être il y a 20 ans, c'est sûr, mais jusqu'à une dizaine d'années. Maintenant, à l'heure actuelle, je pense pas qu'il y ait autant de distinguo dans les chevaux étrangers que français. On peut voir peut-être des chevaux avec je vais pas parler de caractère, mais peut-être un tout petit peu plus dur, un peu plus fort pour faire passer les messages, mais c'est pas si flagrant que ça en fait. Et oui, je suis pas vraiment attachée quand on est sur le point d'acheter un cheval, c'est pas parce qu'il sera français ou étranger. Le fait qu'il soit français ou étranger ne fera pas pencher la balance dans un sens ou dans l'autre. Ok. Une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est quel est le cheval qui a marqué votre équitation? Beaucoup de chevaux finalement, parce on fait un sport qui est, ça fait 20 ans que je suis déjà professionnelle, donc en 20 ans de temps, j'en ai déjà monté énormément, j'ai monté énormément de chevaux différents. Pour vraiment être précise sur le fait de quel cheval a marqué mon équitation, je pense pas qu'il y en ait un, je pense qu'il y en a plusieurs. Le premier qui m'a fait découvrir les très grosses épreuves, parce que ça s'apprend aussi de sauter des très grosses barres, enfin pas une grosse barre, tout un parcours très gros, ça s'apprend, ça coule pas de source nécessairement. Je vais parler d'Iman du Rosel, c'est avec lui, j'ai commencé avec lui sur mes premiers 4 étoiles, mes premiers 5 étoiles, donc ça j'ai un souvenir de devoir sauter des montagnes et je pense qu'il m'a appris à sauter de grosses barres et de pouvoir justement les appréhender par la suite avec un peu plus d'aisance. Ensuite, je vais parler d'une Kelstar évidemment, puisque elle m'a appris à se dire que tout est possible aussi. Ouais. Et ça c'est important, cette confiance absolue qu'on peut avoir donc dans un cheval et de pouvoir mettre en place un galop très important pour compenser, parce que finalement c'est comme ça que je la gérais, c'est-à-dire que je n'avais pas les moyens pour sauter, donc je compensais par le galop. Donc ça permet plein de choses, ça permet d'avoir cette notion du galop en avant très importante, de devoir avoir un œil aussi très précis dans un galop important. Donc forcément elle m'a aidé dans ce sens-là. Et puis celui qui m'a fait réunir un petit peu toutes ces qualités-là, bien c'est Volney. Et je pense qu'il a bénéficié finalement des expériences de tous les autres chevaux. C'est-à-dire avec Volney, je n'ai pas eu donc l'appréhension de sauter de grosses barres, je n'ai pas eu l'appréhension de galoper vite sur des grosses barres, et je pense que tout ça, Volney pourrait remercier Kelstar et tous les autres avant lui de m'avoir permis de pouvoir faire tout ça avec lui. Donc voilà, je pense pas qu'il y ait un cheval qui est vraiment marqué. Par contre, je pense m'être inspirée de tous ces chevaux-là pour dire ok, je suis devenue ce que je monte comme je monte grâce à tous ces chevaux-là. C'est sûr que c'est toujours difficile d'en choisir un seul. Pour rebondir à Volney, c'est un cheval qu'il me semble que vous avez eu depuis ses débuts. Est-ce que vous pourriez nous raconter votre histoire ? Elle est magnifique l'histoire de Volney. C'est peut-être jusque-là la plus magnifique de toutes. Volney, c'est un ami, Hubert Rosto, qui l'a fait naître, un ami de longue date. Naturellement, le cheval, dès ses débuts, donc est arrivé par amitié donc dans nos écuries. Il a reçu un cursus jeunes chevaux. Je montais déjà plus trop les jeunes chevaux à cette époque-là, donc ce n'est pas moi qui l'ai monté jusqu'à 6 ans. En revanche, je me souviens la première fois où je l'ai sauté, et ça devait être un vertical à 1m10, 1m20, pas plus. Et je me souviens me dire waouh, je n'ai jamais monté une machine comme ça, mais même sur 1m10, et je crois que c'est ce jour-là où je me suis dit ok, c'est ce cheval-là, c'est sûr, et je n'ai jamais douté en fait. Et je pense que ça a été ça aussi la force de Volney, de notre histoire, c'est que alors le cheval est exceptionnel, c'est vrai, mais je n'ai jamais douté de lui, de moi, de nous, et effectivement il nous a permis de toucher les étoiles, et c'était juste formidable. C'est génial. Et de ce fait, vous avez commencé à le monter à partir de quel âge ?
Alors j'ai commencé à monter Volney à partir de 7 ans, où il a fait une année de 7 ans tout à fait classique en suivant les épreuves de chevaux de 7 ans dans les différents grands nationaux, différents CSI. Déjà l'année-là, parce que finalement à 7 ans je le montais depuis peu, donc il a fallu aussi à ce moment-là mettre quand même un petit peu de timing pour mettre en place toute cette complicité. Et dès lors que cette complicité-là a été vraiment réglée, elle s'est réglée relativement vite quand même. Il a fait énormément de sans faute, il a fait très performant et d'ailleurs il finit vice-champion de France dès 7 ans à la finale de Fontainebleau. Donc ça a été notre première belle victoire, j'ai envie de dire, au beau championnat. Volney a aussi eu la chance d'avoir Kelstar à ses côtés. Ça veut dire que Kelstar était ma jument de tête à l'époque. Donc Volney, on a pu se permettre de le faire grandir tout gentiment. Ça veut dire qu'à 8 ans, il a commencé à faire quelques mètres 45, quelques grands prix 2 étoiles, quelques mètres 50. Mais juste par test. Et comme je n'étais pas obligée sportivement de le mettre plus haut, puisque j'avais Kelstar qui était à ses côtés pour être le cheval de tête et puis économiquement faire tenir la baraque, et bien voilà, Volney a pu grandir gentiment à ses côtés. Et ce qui a été assez incroyable, c'est que quand Volney a commencé en fin d'année de ses 8 ans à grandir, mais vraiment, c'est-à-dire que une des victoires qui m'a marqué en complicité justement avec Kelstar, c'était lors du 3 étoiles de Fontainebleau du Grand Prix classique. Volney a gagné une épreuve, la deuxième épreuve, 1m50 au barrage. Et Kelstar, à ce moment-là, a commencé, elle, à baisser le pied. Alors, je vais être un petit peu sentimentale, mais comme si elle me disait, c'est bon, ça y est, la relève est là, je peux arrêter, je peux baisser le pied. Et puis, la jument l'a arrêté très très vite derrière ça, puisque on avait annoncé qu'elle ne voulait plus jouer. Moi, je ne voulais plus non plus la solliciter. Et c'est vraiment tombé au moment où Volney commençait à grandir. Alors moi je l'ai vu de près, forcément d'extérieur. Vous avez parlé que de son année de 9 ans qui a été extraordinaire, mais l'année de 8 ans était riche en émotions aussi, puisqu'on a vu ce cheval grandir progressivement et ma jument de tête s'éteindre aussi progressivement sous la lumière de Volney, et j'ai trouvé ça c'était assez riche en émotions à cette époque-là en tout cas. Et donc Kelstar s'est incliné, Volney a pris le relais et puis l'histoire était définitivement lancée. Ouais, je sais pas si, enfin après il faut y croire, mais si on peut parler de destin ou autre, mais c'est vrai que des fois les choses sont faites. Pour en revenir à la compétition, comment est-ce que vous planifiez votre saison de concours et sur quels critères choisissez-vous vos concours ? Alors, on part tous les ans, je note tous les chevaux des écuries avec le cheval potentiellement de tête pour aller le plus loin possible. Et derrière lui, je lui fais toute une armada de soldats, j'ai envie de dire. Alors, il peut y avoir le cheval qui va aussi passer le cap des 1m50, donc il va être tout à côté de ce cheval de tête, les chevaux de vitesse à faire vieillir et les 7 ans. Et puis, ce qui peut se passer aussi, c'est que 2 chevaux de tête sur un même terrain de concours, c'est impossible à gérer. Ça m'est arrivé plusieurs fois de pouvoir créer 2 piquets de chevaux, même sur des labels différents. Ça pouvait être un cheval de tête sur du 2 étoiles et un cheval de tête sur du 3 étoiles. Par contre, j'ai trouvé toujours ça intéressant de pouvoir mettre des soldats autour de ce cheval de tête pour pouvoir partir en concours et de pas mettre que la pression sur ce cheval de tête aussi. Ça veut dire que chaque cheval avait quand même quelque chose à faire à l'intérieur du concours et à l'intérieur de la saison. D'accord. Tout à l'heure, vous disiez que du coup votre programme de concours avait été impacté par le Covid, bien entendu. Et plus généralement, quel est l'impact pour vous sur votre activité et comment avez-vous travaillé les chevaux en conséquence et même encore maintenant sans savoir quand reprendra la saison ? Alors, on navigue à vue, je pense que c'est quand même une catastrophe. Alors, une catastrophe, évidemment, des gens ont été malades, des gens sont décédés, donc c'est une catastrophe. Personnellement, nous n'avons pas été touchés ni de près ni de loin par ce Covid, donc je vais essayer d'avoir un discours très respectueux justement par rapport à ces personnes qui ont été fortement impactées physiquement, mais ça reste une catastrophe économique, ça c'est sûr. Donc je m'amuse à dire on perd de l'argent, je pense qu'on va en perdre beaucoup. Par contre, nous avons gagné du temps, on n'a pas perdu notre temps. Voilà, on a perdu de l'argent, mais on n'aura pas perdu notre temps.
puisque pendant 2 mois nous avons été enfermés avec nos chevaux, sans concours, sans enseignement, sans le téléphone qui sonne non plus. Du coup, on a eu un temps infini disponible pour nos chevaux, donc tout ce qui est parce que quand on est un athlète, quand on est une cavalière comme moi, on essaye toujours évidemment de s'améliorer, de progresser. On n'est pas sur un mode opératoire où tout est acquis, et donc je me suis servi de ce temps-là pour essayer d'approfondir toutes les choses qui ont été vues ou ressenties ces derniers mois, et sur lesquelles j'avais pas forcément le temps de m'y atteler, parce que quand on est parti dans les journées, les semaines et les années de travail, on n'a pas forcément le pouvoir de faire ce focus-là. Et en fait, pendant ces 2 mois-là, on a vraiment fait le focus sur nos chevaux, sur le travail. Et par exemple, je n'ai pas sauté le premier mois du confinement, je n'ai fait que du plat. Et ça a été génialissime. Ça a été extraordinaire. J'espère que la saison redémarrera. On aura évidemment tous ces bénéfices-là, mais je trouve qu'on a fait un boulot formidable sur les chevaux. Alors sur les vieux chevaux évidemment, mais aussi sur les jeunes chevaux. Et c'était plutôt intéressant. Pas économique, mais intéressant. Oui, c'est vrai que ça permet enfin, c'est quelque part un gain de temps dans la mesure où on peut travailler les chevaux en prenant le temps, quoi. Exactement. Et puis nous sommes tous dans le même cas, donc on n'avait que ça à faire. On peut pas se dire qu'on perd du temps par rapport au reste du monde qui avance. Non, tout le monde était arrêté. Donc oui, je pense qu'on peut parler de gain de temps, c'est vrai. D'accord. Un élément clé pour les cavaliers professionnels sont souvent les partenaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, et pourquoi avez-vous fait le choix de travailler avec eux ? Alors, quand on va parler de partenaires, évidemment, on pense à sponsors, mais aussi à propriétaires de chevaux. Alors, pour parler de mes sponsors, je travaille avec des marques depuis de nombreuses années. Je suis toujours effectivement attachée aux histoires sympas. Et si je parle de CWD, eh bien, ça fait 10 ans que je travaille avec eux, et de voir l'évolution de cette boîte-là, de voir toutes les nouveautés qu'ils peuvent proposer, d'être au cœur de l'action, eh bien, je trouve ça plutôt sympa. Ça va être la même chose auprès de Dada Sport, par exemple, pour qui j'ai été leur première cavalière. Quand elles sont arrivées sur le marché, c'était quelque chose d'assez innovant, inattendu, et maintenant elles sont connues et reconnues, c'est indéniable. Mais faire partie du début de l'aventure, c'était quelque chose de très agréable. Et en fait, que ce soit Sam Field, que ce soit Free Jump, ou que ce soit Xavier Loire, je suis très attachée finalement, bien sûr aux produits, c'est certain, mais avant tout aux personnes qui entourent ces projets-là. Et je pense que les personnes peuvent m'apporter plus que le produit, bien que les produits sont fantastiques, hein, c'est sans aucun doute. Et de la même manière, pour mes propriétaires, ça veut dire que chaque propriétaire qui se trouve dans mes écuries, on est avant tout sur une aventure humaine, de gens qui se ressemblent, avec qui on peut bien bosser, peu importe les objectifs du partenariat, mais on est quand même sur des partenariats de moins de moyen terme. Voilà, quelque chose, une construction sur le temps, et c'est très confortable, très agréable. D'accord. Donc justement, par rapport à la compétition, est-ce que vous avez un objet fétiche ou un rituel lors des concours ? Alors, objet fétiche, j'ai arrêté depuis longtemps, ça porte malheur, donc je n'en prends plus dans l'idée. Non, je vais pas parler d'objet fétiche. Par contre, si rituel, évidemment, il y a toujours, je pense, alors on s'en rend peut-être même pas compte, hein, mais il doit y avoir certainement un rituel qui est respecté sur le terrain de concours. Si on parle bien sûr du cheval de tête, par exemple, pour le Grand Prix, le cheval en question est monté tant d'heures avant son épreuve, est monté tant de minutes avant son passage. Moi, je dois faire mes reconnaissances toujours de la même manière. J'ai besoin d'un temps d'isolement pour pouvoir mettre en place la concentration. Donc oui, il y a tout un rituel qui est respecté, mais plus dans un timing que d'objets ou de tenues fétiches. D'accord. Est-ce que vous auriez la possibilité de choisir un souvenir, même si vous devez en avoir beaucoup, qui a été vraiment marquant dans votre vie de cavalière ? Oui, effectivement, des
Des souvenirs, j'en ai beaucoup. Des très bons, j'en ai énormément. Des moins bons aussi. Si on parle, j'avais aimé il y a quelques années, c'était donc Kelstar qui était encore ma jument de tête à l'époque. C'était un concours au Touquet et j'avais gagné les trois grosses du concours, dont le Grand Prix, donc la grosse du vendredi, la grosse du samedi et le Grand Prix. Et ça avait été quelque chose qui m'avait marqué parce que je l'ai fait qu'une fois, donc je suis pas sûre que ça arrive assez souvent. Et je m'en souviens et ça m'avait bien marqué cette trilogie de victoires, j'ai envie de dire. Oui, c'est sûr. Est-ce qu'il y a eu, selon vous, un élément ou un événement déclencheur dans votre progression ? Oui, bien sûr. Évidemment, cette année 2018 en 5 étoiles, j'ai été basculée dans le 5 étoiles en un mois de temps finalement. Ça veut dire que j'ai commencé ma saison 2018 à Auvers comme tous les ans, et puis avec quelques 3 étoiles, et puis la bowl, et après avoir fait la bowl, j'ai fait plusieurs 5 étoiles dans la foulée. Donc j'ai senti un gap quand même assez important entre 3 et 5 étoiles, on va pas se le cacher. Et même si tous ces concours-là se sont dans l'ensemble plus que bien passés, évidemment, avec des victoires Coupe des Nations, des classements dans des grands prix, donc ça s'est bien passé, mais j'ai aussi pris la mesure de ce qui pouvait me manquer. Alors c'était très très agréable puisque un chemin d'évolution, une perspective d'évolution s'est ouverte devant moi et ça a été très agréable parce que depuis j'ai toujours cet objectif-là, évidemment d'y retourner, de faire du haut niveau, c'est certain, mais par contre en étant avec une idée pour m'armer, moi personnellement, moi la cavalière, plus que je ne l'étais en 2018. D'accord, ok. Un événement marquant de votre carrière, ça a dû être les Jeux équestres mondiaux. Est-ce que vous pouvez nous en parler et notamment qu'est-ce que ça implique d'être la seule femme au sein d'une équipe sportive ? Alors les championnats du monde, bien sûr, c'est un très très gros championnat à courir, donc ça a été une chance, une opportunité infinie de pouvoir y participer. De l'intérieur, quand on y est, quand on le vit, bien sûr, c'est avec du recul. Voilà, c'est avec du recul qu'on prend cette mesure-là, mais à l'intérieur de ces championnats-là, bien on a travaillé tous autant qu'on est, du mieux qu'on a pu, mais ça a été très très enrichissant puisque un grand championnat, c'est pas anodin, ça c'est clair. Donc je pense que ça m'a apporté énormément en maturité et encore une fois techniquement aussi, avec une perspective de progression. Et puis ce que je retiens de plus de ce championnat-là, c'est finalement le marathon mental pour pouvoir supporter justement un championnat de la sorte. Et ça c'était quelque chose d'assez palpable sur place. Maintenant, la question de la mixité, d'être la seule femme de l'équipe, je me suis pas sentie être la seule femme de l'équipe. Enfin, ce n'est pas une question qui se pose au quotidien lors des compétitions normales, j'ai envie de dire, mais non, elle s'est pas vraiment posée non plus là-bas. Enfin, c'est pas quelque chose que j'ai eu en tête une seconde de me dire c'est une chance ou une malchance d'être la seule femme de l'équipe. Ok. Un autre aspect de la compétition, c'est le mental. Et du coup, comment est-ce que vous gérez votre stress face aux grandes échéances ? Et est-ce que vous travaillez avec un coach mental ? Non, je ne travaille pas avec un coach mental. C'est pas quelque chose qui est à exclure, mais pour l'instant, je n'ai jamais travaillé avec un coach mental. Maintenant, j'ai évidemment des choses qui peuvent me rassurer ou me concentrer et dans toutes mes gestions de chevaux, peu importe le niveau, mais que ce soit Volney à très haut niveau ou Kelstar ou d'autres à moins haut niveau, dès lors que je pars sur une épreuve, je suis normalement censée être prête, et mon cheval aussi, pour pouvoir le faire. Donc la pression que je vais avoir, ça va être une pression de donner évidemment le meilleur possible de moi-même et que mon cheval en fasse autant à l'instant T, c'est évident. Mais il n'y a pas cette pression, ce stress de pas être capable parce que par respect pour mes chevaux et de tout ce travail qui est fait en amont, qui représente des années, des heures de travail, j'engage toujours mes chevaux le plus juste possible. Donc il n'y a pas ce stress d'être dans le rouge. Et si jamais je sens que j'approche ce rouge-là, j'insiste pas. Ça veut dire qu'on n'était pas prêt, ni techniquement, ni mentalement. Donc on redescend d'un grade. Mais même Volney sur mes premières grosses épreuves 5 étoiles,
je me sentais techniquement prête pour le faire. Donc, être prête, ça veut pas dire être sans faute, hein, ça peut faire 4 points, mais on peut être 4 points en étant prêt, c'est pas le problème. Mais il n'y a jamais eu ce stress négatif parce que je me sentais capable de le faire avec mon cheval. Ouais. Donc de la concentration, ça c'est sûr, mais pas ce mauvais stress qui vous fait perdre tous vos moyens. Ouais, je vois bien. Donc l'équitation, c'est plein de bons souvenirs comme vous le disiez, mais il y en a aussi des moins bons. Est-ce que vous pourriez nous en citer un et comment est-ce que vous avez pu rebondir grâce à ça? Je pense que un de mes plus mauvais souvenirs, alors là je vais vraiment remonter dans le temps, c'était avec Jeff Dore. C'était lorsqu'il avait 6 ans. Et ce cheval, pendant toute cette année de 6 ans, il n'a fait que des sans faute. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à la grande semaine avec 20 parcours sans faute sur 20 parcours effectués. Je crois que jusqu'à présent, ça n'a pas été égalé une seule fois. Et ça avait généré, je me souviens à l'époque, ça avait généré une certaine émulation parce que ben voilà, c'était le cheval qui n'avait pas touché une barre de la saison à 6 ans. Et le drame est arrivé, premier parcours, première qualif sur le petit parquet et je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne l'ai jamais expliqué, je l'expliquerai certainement jamais. Le cheval me vole une foulée dans une combinaison et donc nous faisons panache au milieu du parcours, mais un panache terrible. Tout le monde bien sûr roulé boulé par terre, le cheval parti au fond du terrain. Je crois que je n'avais jamais vu le petit parquet aussi avec autant de monde autour justement pour voir éventuellement le 21e sans faute ou le premier 4 points du cheval. Eh bien non, c'était une chute mémorable en tout cas pour moi, ça c'est certain. Et ça avait été d'une douleur mais infinie. Et encore une fois attaché aux belles histoires, eh bien un an après, Jeff est deuxième des championnats de France des 7 ans et même parce qu'à l'époque il y avait qu'un seul championnat, il n'y avait pas les mâles et les femelles n'étaient pas différenciés et c'était le premier mâle donc l'année d'après le cheval est champion de France des 7 ans. Donc je trouvais que c'était quand même une belle revanche sur l'année précédente. Ah oui, c'est génial comme histoire. Maintenant, plus personnellement, quel est le ou la cavalière qui vous inspire? J'aime beaucoup. Il y a beaucoup de cavaliers que j'aime énormément, mais je crois qu'il y en a un qui m'impressionne plus que tout le monde. Je vais parler de Jeroen de Boldam. Sa carrière est exceptionnelle. Mais bon, des carrières, il y en a énormément d'exceptionnelles, ça c'est certain. Mais c'est la gestion qu'il en fait qui me touche énormément. J'aime beaucoup. Alors je le connais pas personnellement, donc c'est une idée que j'ai un peu éloignée. Mais j'aime beaucoup la manière dont il gère sa carrière, dans le sens où dès qu'il se sent prêt pour un championnat ou dès qu'il prend un cheval sous sa coupe pour l'amener à un championnat, eh bien il le fait et c'est pas un cavalier people, j'ai envie de dire, qu'on voit sur tous les globales, qu'on voit il ressemble un peu à Monsieur Tout le Monde et justement pas une star du cinéma. Par contre, quand il est là, eh bien il est là et le job il le fait avec une sérénité, avec un professionnalisme et c'est vraiment quelque chose qui m'inspire énormément. C'est vraiment une gestion qui m'inspire énormément. Donc oui, c'est vraiment Jeroen de Boldam qui m'inspire le plus. D'accord. Et maintenant, en termes de cheval, si vous aviez la possibilité de monter un cheval, quel cheval vous aimeriez monter? Je suis pas vraiment envieuse de me dire tiens tel cheval me ferait envie ou avec celui-ci non, enfin j'ai jamais eu cette démarche intellectuelle là. Alors pour le coup, si je dois répondre à votre question, il faut que je remonte encore une fois dans mes souvenirs et dans mes et là je vais parler quand j'étais toute gamine finalement, quand je rêvais justement de plein de choses, de tous ces chevaux là. Eh bien ça aurait pu être Jaclou, parce que quand on était gamin, ce petit cheval noir, en plus très élégant, très joli, très puissant, très électrique, c'était un cheval gamine qui m'a marqué et que j'aurais bien aimé avoir dans mes écuries à cette époque-là. D'accord, ok.
Vous êtes né dans l'équitation, mais si vous aviez pu faire autre chose, qu'est-ce que ça aurait été? Moi, j'aurais aimé être avocate pour défendre la veuve et l'orphelin. Mais du jour où j'ai compris qu'il ne fallait, quand on était avocat, on n'avait pas la possibilité que de défendre la veuve et l'orphelin, je me suis vite arrêtée dans cet espoir-là. Non, j'ai jamais eu vraiment un autre métier, eu envie de faire un autre métier parce que le métier que je fais me plaît, nous prend aussi du temps et puis donc on n'a pas forcément la possibilité de se poser ce genre de questions. Mais effectivement, cette idée de pouvoir plaidoyer pour pouvoir défendre la veuve et l'orphelin, ça c'est quelque chose qui m'aurait plu. Ok, d'accord. On n'a pas forcément beaucoup de temps quand on est cavalier ou qu'on travaille dans le milieu de l'équitation, mais est-ce que vous avez une passion en dehors des chevaux? Une passion en dehors des chevaux, comme oui, vous venez de le dire, on n'a pas beaucoup de temps pour pouvoir explorer d'autres choses avec insistance. Donc je pense que ma plus grande passion c'est mon fils, c'est d'élever mon fils. Et j'adore ça et c'est passionnant. Et oui, ma deuxième passion c'est mon fils. Ouais, c'est vrai que avec vos déplacements aussi, ça doit pas être facile, donc je comprends que quand vous ayez du temps, vous souhaitiez le passer avec lui, quoi. Tout à fait. On va commencer sur la partie un peu plus interactive. Je vais vous proposer une problématique, et si vous pouviez nous donner une tips à vous pour la solutionner lorsque vous êtes face à ce problème. Donc la thématique, ce serait la rectitude. Et donc, certains chevaux ont des problèmes de rectitude dans le travail, ce qui peut avoir des répercussions à l'obstacle avec des chevaux qui vont pas sauter droit ou autre. Comment est-ce que vous pourriez résoudre ce problème ou travailler en ce sens? Alors, comme ça rentre vraiment en plus dans mon protocole de base de travail, toujours donc autour de mes 3 fondamentaux. Donc c'est déjà un travail sur le plat qui est très important et de l'avoir surtout en tête, parce que chaque problème qui est quand même réfléchi par le cavalier est quand même un problème, ou détecté par le cavalier plutôt, est quand même un problème à moitié résolu. Bien souvent, c'est quand on n'a pas conscience du problème, eh bien on s'en occupe pas parce qu'on n'en a pas conscience et ce problème s'installe et s'accentue avec le temps. Donc à partir du moment où on a conscience, par exemple, vous parlez de la rectitude, qu'on a conscience que notre cheval ne travaille pas assez droit, ne travaille pas assez dans l'axe, forcément, si on y prête très attention sur le plat, on va déjà résoudre un grand problème. On va déjà résoudre pas mal des choses avec un travail, par exemple, sur le plat, sur une piste intérieure, et de toujours vérifier que les épaules et les hanches soient toujours dans le bon sens, dans le bon axe, que le cheval n'ait pas des hanches qui se mettent à l'intérieur ou à l'extérieur, ainsi que les épaules. Et puis, si ce problème persiste, on peut aussi s'aider de barres au sol, encore une fois. Donc ça, on peut même le faire à l'obstacle. Ça veut dire mettre des barres au sol perpendiculaires à l'obstacle pour faire un couloir et obliger le cheval à sauter droit des 2 dernières foulées avant l'obstacle et les 2 premières foulées après l'obstacle, pour aussi l'inciter à avoir le bon geste et à viser, j'ai envie de dire, à viser la rectitude sur l'obstacle. Ouais. Mais je pense qu'avant tout, que dès qu'un problème est vraiment intellectualisé par le cavalier, il est à moitié réglé quand même. Ouais, c'est vrai que oui. Déjà, il faut en avoir conscience. Conscience, oui. Ok. Donc, on va rentrer dans une partie jeu et je vais vous donner le nom d'un de vos chevaux et vous allez devoir me donner un mot pour les définir. Alors, Tintin. Alors, un mot, je vais peut-être pas donner un mot pour le définir lui, mais un mot pour définir notre aventure. Je vais parler adolescence, puisque c'était mon cheval quand j'étais toute jeune. Je l'ai monté plusieurs années, je l'ai monté de mémoire comme ça de 12 à 15 ans, et ce cheval-là m'a fait partie de mes premières chouettes compétitions de cet âge-là, et c'est avec ce cheval-là que j'ai gagné ma première B1. J'étais toute jeune à l'époque, et donc je m'en souviens comme si c'était hier. Avec ce cheval-là, j'ai gagné, c'est là où c'était encore une fois chouette. J'ai gagné D1 avec, j'ai gagné C1 avec, j'ai gagné ma première B1 et j'ai fait mes premières A1 avec lui aussi. Donc ça a été mon cheval d'ado par excellence, et comme toutes les adolescentes, j'étais franchement amoureuse de mes chevaux, mais au terme très édulcoré, et c'était vraiment un cheval
de cœur avec qui j'ai fait des chouettes choses, et notamment cette première victoire en B1. Ouais, le cheval un peu des premières fois. Des premières victoires, oui. D'accord. Iman du Rosel. Iman du Rosel, lui, c'est lui qui m'a permis de faire mes premières saisons vraiment première catégorie, c'est-à-dire en vrai pro, avec des vraies épreuves à 1m50, enfin des plannings à 1m50, des saisons à 1m50, c'est-à-dire que c'était pas un grand prix de temps en temps, c'était vraiment un cheval pour faire des grands prix, et ce cheval-là m'a permis même d'obtenir le titre de championne de France Critérium Pro 1, Critérium première catégorie, ça s'appelait encore à l'époque, et donc mes premiers gros parcours. Et Iman m'a emmené jusqu'aux 5 étoiles. Donc ça a été un cheval très important aussi. Et en plus c'était un cheval qui était extrêmement gentil, qui était très 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 attachant. Ok. Dorémy. Avec Dorémy, j'ai gagné mon premier 3 étoiles avec. Et Dorémy était un cheval très puissant. Alors lui, il a gravé aussi ma mémoire pour, bien sûr, c'est un cheval très puissant et avec beaucoup de qualité. Mais c'était aussi un cheval très 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 compliqué, qui était très compliqué à monter au quotidien et qui était très compliqué, qui avait un fort tempérament. Là, on pouvait vraiment faire le distinguo, comme on en parlait tout à l'heure, sur les chevaux étrangers. Lui, il était vraiment dans ce côté très très étranger, et il m'a appris à composer, à pas affronter les choses de face et parfois prendre des chemins un tout petit peu sinueux pour pouvoir arriver à mes fins, et j'y suis arrivée, puisque ça a été aussi à son époque mon cheval de tête qui m'a fait gagner mon premier Grand Prix 3 étoiles. Donc ça reste les premières, quoi, hein. Toutes les premières sont belles, donc mon premier Grand Prix 3 étoiles, c'est une belle épreuve, une très belle épreuve, une très belle victoire. J'imagine. Quelle star du Vic-Bilh? Quelle star, elle, je vais plutôt dire que, alors elle est juste extraordinaire. Je vais dire, là, je peux utiliser un terme, je vais utiliser épopée. Quelle star, c'était une épopée. Elle était aussi très difficile dans ses débuts. C'est une anglo, et les anglos sont réputés pour être difficiles. Elle n'échappe pas à la règle. Par contre, la grande qualité des anglos, c'est que dès qu'on arrive alors quand je vais les avoir, mais dans le sens positif du terme, dès qu'on arrive à avoir leur confiance, et bien ils vous donnent tout. Et je pense que j'ai monté beaucoup de chevaux avec énormément de qualité, mais je pense que celle qui m'a le plus donné, celle qui a été la plus généreuse de tous les chevaux que j'ai pu monter, ça a été elle. Et vraiment, ce que j'ai vécu avec elle, je l'ai vécu telle une épopée. Vraiment. D'accord. Et pour terminer, Volney du Bois-de-Ville. Eh ben Volney, ça a été la construction de A à Z, et d'avoir pu toucher les étoiles pendant plusieurs mois avec Volney, ça a été juste extraordinaire. Il m'a fait vivre des choses fantastiques, donc des 5 étoiles, des victoires. On a gagné Saint-Gall avec l'équipe de France, où tous les Français ont tous aligné que des sans faute sur cette Coupe des Nations. Donc, nous avons gagné à plat de couture cette épreuve. Ça a été d'une puissance extraordinaire, et il m'a fait découvrir des terrains de concours fabuleux. Et je garde en mémoire, par exemple, Dublin, qui m'a marqué profondément. Et Dublin, par exemple, je rêverais d'y retourner, puisque on est sur un stade équestre qui est immense, avec un public qui est profondément amoureux des chevaux, du sport, donc avec une ambiance qui était juste à couper le souffle. Et donc Volney a rempli ma tête de souvenirs indélébiles. D'accord. Alors, on va passer à la partie Fast and Curious. Donc je vais vous donner 2 mots, objets ou autres, et vous allez devoir choisir entre l'un ou l'autre. Alors, double ou simple brisure? Double. Noseband ou pas? Noseband. Bande ou guêtre? Guêtre. Chevaux piantés ou pas? Ça dépend. Ça dépend de quoi, du coup? Ça dépend. Il y a des chevaux qui sont... Alors, bizarrement, je natte tous les entiers, c'est vrai, mais parfois, quand les crinières sont très très belles,
je préfère effectivement un cheval panaté. Quand la crinière est parfaitement, alors c'est naturel, hein, c'est pas le travail, ce n'est pas uniquement le travail du groom évidemment, mais il y a des crinières qui tombent tellement. Kelstar, elle avait une crinière fantastiquement belle, naturelle, elle n'a jamais été nattée de sa vie. D'accord. Jument ou hongre ou mâle? Je sais pas. Non, j'ai pas de. Pas de préférence. Non, j'ai pas de réponse là. Pas de D'accord. réponse, désolée. Pas de souci. Sucré ou salé? Ah, salé. D'accord. Votre chanteur favori? J'aime pas la musique. Ah, d'accord. D'accord. Lundi ou vendredi? Vendredi parce que pendant la saison de concours, c'est le premier jour du concours, et puis pendant la saison off, eh bien c'est quand même l'approche du week-end et c'est sympa aussi. Ok. Kidam ou Quito? Kidam. D'accord. Et Orient Express ou Flora de Mariposa? Je pense Orient. Ok. D'accord. Et du coup, la dernière question avant de clôturer l'entretien, ce serait comment est-ce que vous voyez l'avenir et quelles sont vos ambitions? L'avenir, alors je pense pouvoir parler au nom de toute la filière équine. Je souhaite que nous ayons plus vite possible une vie la plus normale possible, et puis qu'on se sorte de ce Covid, de cette crise Covid le plus rapidement possible. Maintenant, mes ambitions, écoutez, je vais pas parler, je sais pas si j'ai des ambitions. J'ai envie de voir grandir mes jeunes chevaux le mieux possible. J'ai envie, pareil, de voir grandir Betty, cette jument de 9 ans, le mieux possible. J'ai juste envie de continuer ce que je fais finalement le mieux possible et le plus longtemps possible. D'accord. Ok. Eh bien, je vous remercie, Alexandra, d'avoir accepté d'échanger avec moi pour réaliser ce podcast. C'était vraiment intéressant et j'ai appris de nombreuses choses et vos anecdotes sont aussi super. Donc, tant mieux. Je voulais vraiment vous remercier. Avec plaisir. Merci Nolwenn pour toutes ces questions super intéressantes, et merci de m'avoir fait replonger aussi sur toutes ces années finalement de carrière, car j'ai pu reparler de Kelstar, de Tintin, de Jeff Dore, d'Iman du Rosel, et ça faisait bien longtemps que ces chevaux-là étaient malheureusement sortis de ma mémoire. Donc merci à vous de me les avoir, d'en avoir parlé. Merci Nolwenn. Et oui, c'est pour l'heure terminée. J'ai profité de chaque instant de cet échange et de la passion qu'Alexandra a su transmettre dans ses récits. Et pour cela, je tiens sincèrement à la remercier d'avoir pu m'accorder de son temps. Pour nous, c'est la fin du 4e épisode. C'est une belle histoire qui s'écrit de jour en jour. Je vis quelque chose d'incroyable. Pouvoir rencontrer tous ces différents acteurs du monde équestre est pour moi formidable. N'oubliez pas de me faire part de vos impressions qui me permettent d'avancer encore, car nous cavaliers savons que la remise en question est la clé de la réussite. Je vous souhaite à tous une excellente journée et on se retrouve dans 10 jours pour un nouvel épisode.